Oui. On appellera ça la séquence bulletin de vote. C'est eux qui tous ont gagné les élections. Hein, exactement. Bonsoir à toutes et à tous. Vous venez sans doute, comme moi, d'écouter, d'entendre, de regarder le président de la République autour de cette crise que nous traversons, la crise du coronavirus Covid-19. Je veux d'abord dire que ce moment grave que traverse notre pays, que traverse le monde entier, est d'abord un moment d'unité, doit être un moment d'unité, de rassemblement. Il ne saurait être question de faire de polémiques stériles, alors que c'est la santé des Françaises, des Français, des Européens qui est en jeu. En ma qualité de président du département, d'ailleurs, je réunirai dès demain matin l'équipe de direction du département et les élus pour échanger sur les mesures que nous allons prendre en complément de celles qui ont déjà été engagées dès la semaine prochaine. Je pense bien sûr à nos aînés, celles et ceux qui sont en EHPAD aujourd'hui, qui sont privés de visite pour leur sécurité, privés de la visite de leurs proches, et donc des professionnels qui sont à leur côté, qui sont aujourd'hui la présence humaine avec laquelle ils sont à travailler chaque jour. Et je veux vraiment remercier les professionnels qui se dévouent chaque jour de l'année et qui se dévoueront encore plus demain pour être aux côtés de nos aînés. Je veux aussi penser évidemment aux plus jeunes, les écoliers, les collégiens, les lycéens, qui dès la semaine prochaine, et les étudiants ou les enfants des crèches, dès la semaine prochaine, devront rester chez eux. Nous aurons à organiser l'aide aux parents, aux familles, puisque nos vies vont changer, nos modes de travail, de déplacement vont s'adapter. C'est donc toute la société, toutes les collectivités, toutes les associations, toutes les entreprises, vous toutes, vous tous, moi, nous, qui allons devoir faire face ensemble de façon toujours plus efficace à un virus qui va continuer à se propager. Vous l'avez entendu aussi, la vie démocratique de notre pays va se poursuivre, puisque le président de la République a rappelé que les élections municipales se tiendront bien les 15 et 22 mars, et que c'est à chacun d'entre nous, en responsabilité aujourd'hui, de participer à l'exercice démocratique, en respectant les mesures barrières, et je sais d'avance que les communes, Nancy et toutes les autres, prennent les mesures nécessaires pour permettre au scrutin de se dérouler dans de bonnes conditions. Nous serons vigilants. Nous serons vigilants à la fois à exercer notre responsabilité démocratique pour choisir le nouveau conseil municipal de Nancy. Et nous serons aussi vigilants pour faire en sorte que le scrutin se déroule bien et que la participation soit la plus importante possible. C'est une condition essentielle pour que le prochain mandat municipal repose sur des bases d'engagement. Et je sais que les Nancéennes et les Nancéens y sont attachés. C'est évidemment une campagne un peu particulière qui va se poursuivre à partir de ce soir, dans un contexte qui va nous inciter toutes et tous à nous, je crois, nous concentrer sur l'essentiel, sur les valeurs fondamentales de la République, sur les valeurs humanistes et solidaires qui sont les nôtres, qui rassemblent beaucoup de Nancéennes et de Nancéens et au-delà, sur l'attention, la solidarité, la responsabilité, la considération, la vigilance et le discernement dont nous devons faire preuve à chaque instant. C'est notre responsabilité d'élus, c'est notre engagement de responsable public que d'y veiller chaque jour. Et j'y serai particulièrement attentif, comme je le suis aujourd'hui et demain, avec toute l'équipe qui m'entoure. J'ai la chance d'ailleurs, dans l'équipe que je conduis pour ces élections municipales, d'être entouré de femmes et d'hommes responsables. Plusieurs professionnels de santé, je pense notamment à Muriel Colombo, numéro 2 de la liste que je conduis, qui est directrice d'hôpital et qui d'ailleurs dans ses responsabilités professionnelles, depuis le début de la crise, est en première ligne sur les enjeux du coronavirus dans notre région. Je pense aussi à d'autres, à Muriel Boyon, qui est professionnelle de santé, sage-femme, à Marc Tenenbaum, médecin généraliste qui exerce au centre-ville de Nancy, et à toutes celles et tous ceux qui, dans leurs responsabilités diverses, accompagnent déjà aujourd'hui les Nancéennes et les Nancéens. Donc nous serons prêts à faire en sorte qu'après l'élection municipale, la responsabilité qui est celle de la ville, de la métropole, celle de nous toutes et de nous tous, se poursuive
au meilleur niveau pour protéger les Nancéennes et les Nancéens. Je vais maintenant, comme la campagne municipale se poursuit, répondre à certaines de vos questions ce soir. Je vous remercie de nous avoir rejoints sur ce live pour poursuivre. D'ailleurs, l'exercice même que nous conduisons est une forme de vigilance et d'adaptation de la campagne électorale à la situation de crise du coronavirus Covid-19. Nous devions nous retrouver à la salle des fêtes de Gentilly. Nous nous retrouvons ici, vous derrière vos écrans et moi derrière ce micro. Et je suis avec Evelyne Baudeux qui va animer cette soirée, qui va relayer vos questions auxquelles nous allons donc tenter de répondre. Merci Mathieu pour cette introduction. Bonsoir à tous les internautes qui nous ont rejoints. Nous allons donc bien sûr commencer par la thématique de la santé. Et une première question, celle de Jean-Pierre. Êtes-vous favorable à la remontée de toutes les activités du CHRU sur Brabois et quid des friches hospitalières? D'abord, nous avons la chance, et nous le mesurons très bien aujourd'hui, de disposer d'un des meilleurs CHRU de France à Nancy. Nancy est une place forte de la santé en France. Nancy est une place forte de l'hôpital public, mais aussi de nombreux professionnels de santé, libéraux et privés, qui y travaillent chaque jour. Le nombre de patients, d'ailleurs, traités pour le coronavirus, orientés vers le CHRU de Nancy depuis tout le quart nord-est de la France, en atteste. La qualité d'engagement, la qualité professionnelle de celles et ceux qui nous soignent à Nancy n'est plus à démontrer. Le lien entre l'université et la recherche, puisque Nancy est aussi une place forte de l'université en France, est aujourd'hui clairement en haut de la liste des priorités des Nancéennes et des Nancéens. Alors le regroupement à Brabois, oui, je pense que sur le plan médical, sur le plan de la qualité des soins, sur le plan du rapprochement entre l'hôpital et l'université, sur le plan de la rationalisation aujourd'hui de la gestion de l'hôpital, est une idée pertinente. Je pense par exemple qu'il est grand temps de rapprocher la maternité, la néonate et l'hôpital d'enfants. Ce sera d'ailleurs aussi l'occasion, après des travaux nécessaires, de reconstruire un hôpital d'enfants. Chacun s'accorde à dire que la barre de Brabois est aujourd'hui vieillissante et qu'il convient d'en construire une nouvelle puisque celle qui existe ne peut pas être rénovée. Et que la plupart des spécialités médicales qui sont aujourd'hui exercées à l'hôpital central gagneront à être rapprochées de l'ensemble des autres spécialités. Je veux aussi dire que cet enjeu-là, il ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie, de travail et d'engagement des agents du CHRU. Un premier plan de refondation avait déjà été conduit à partir de 2016, qui avait lui-même engendré la suppression de plusieurs centaines de postes. Et en responsabilité, je tiens à le souligner, mais vous le savez, les agents du CHRU, leurs organisations syndicales, les professionnels de la communauté médicale d'établissement, l'ensemble des professionnels de santé du CHRU ont accompagné cet effort. Et le nouvel effort, qui est aujourd'hui demandé dans le cadre de l'attribution des crédits d'investissement par le gouvernement pour le regroupement de l'ensemble des spécialités à Brabois, ce nouvel effort ne saurait reposer une nouvelle fois et encore une fois sur les épaules des agents du service public hospitalier. Je ne souhaite pas que le déblocage de ces crédits d'investissement en faveur de Brabois se fasse uniquement sous la condition de la suppression de 600 postes comme c'est évoqué aujourd'hui. Et je crois d'ailleurs même que la reprise partielle de la dette qui a été annoncée par Agnès Buzyn lorsqu'elle était encore ministre de la Santé, qui est une condition essentielle aujourd'hui de la restructuration et du réinvestissement en faveur du CHRU, je crois que cette reprise partielle de la dette doit servir aujourd'hui à améliorer la qualité des soins et donc à pourvoir en nombre d'agents suffisant les services du CHRU qui en seraient dépourvus. C'est aussi un enjeu urbain, bien sûr, car après le départ de Saint-Julien, de l'hôpital central et de la maternité, avec déjà aujourd'hui une faculté de pharmacie, par exemple, qui est vide, c'est tout un morceau de Nancy qui va devoir se réinventer. C'est tout un morceau de l'urbanisme de notre ville qui va devoir se réinventer. Donc je serai à la fois, en tant que maire, et le maire est le président du conseil de surveillance du CHRU. Donc le maire de Nancy est en première ligne aujourd'hui dans la responsabilité de l'animation,
des équipes, dans la responsabilité aussi du suivi de ce lien étroit entre la ville et l'hôpital, eh bien, j'aurai la responsabilité d'abord de veiller à ce qu'un hôpital de proximité reste au centre-ville. Nous avons besoin au centre-ville que l'hôpital public soit présent pour des soins de premier recours, des soins de spécialité aussi, peut-être plus d'hospitalisation, de court, moyen ou long séjour, qui seront, elles, toutes assurées sur Brabois. Mais cette présence de l'hôpital public en cœur de ville sera particulièrement importante. Je veux aussi, à travers des projets urbains innovants, en lien avec les Nancéennes et les Nancéens d'ailleurs, imaginer un futur pour cette partie de la ville. Un futur pour un nouveau quartier étudiant sur l'hôpital Saint-Julien, un quartier étudiant ouvert sur la ville avec plusieurs propositions de type de logement, de la restauration, des lieux de travail, des lieux de convivialité, une maison des associations, un lieu aussi pour que les entreprises soient présentes auprès des étudiants pour les accompagner dans leurs projets économiques, un lieu pour rapprocher l'université de l'entreprise à travers une pépinière, à travers aussi l'accompagnement aujourd'hui au recrutement des étudiants. Parce que nous savons tous qu'un de nos grands défis à Nancy pour demain, c'est de faire en sorte que ceux qui étudient à Nancy restent plus longtemps à Nancy, ne se sauvent pas ou ne quittent pas la ville dès leur cursus terminé. Travaillent à Nancy, innovent à Nancy, inventent à Nancy, créent à Nancy. Voilà un défi que nous devons relever ensemble et je crois que ce nouveau quartier étudiant sera la preuve de l'attachement que nous avons toutes et tous les Nancéens aux étudiants. Une place aussi pour les personnes âgées, puisque je pense que l'autre grand défi de demain, et ça concerne évidemment aujourd'hui la crise que nous traversons, le président de la République, Emmanuel Macron, l'a rappelé, les personnes de plus de 70 ans aujourd'hui doivent être particulièrement vigilantes et la ville doit être particulièrement bienveillante envers elles. Une offre de logement diversifiée. Un logement simple pour celles qui sont les personnes les plus autonomes qui n'ont besoin de rien sinon que d'être chez elles. Un logement avec des services, jusqu'à évidemment un EHPAD, un hôpital gériatrique pour les personnes les plus dépendantes. Et bien sur le site de l'hôpital central, je veux inventer cette cité des générations, toute proche d'ailleurs du quartier étudiant, parce que le travail sur les enjeux intergénérationnels dans une ville comme Nancy est aussi très important. Donc voilà, nous avons sur ces futures friches hospitalières de nombreux projets aujourd'hui à porter, à inventer avec les habitants. Merci Mathieu. Alors, comme tu peux le penser, les questions sur la santé sont très très nombreuses sur le web. Alors, par exemple, Coralie qui nous dit « Je m'occupe de ma mère et j'ai du mal à adapter mes horaires de travail. J'ai vu votre proposition de congé bonifié. Comment est-ce que cela fonctionnera concrètement ?» D'abord, je veux rappeler que avec le vieillissement de la population, avec l'allongement de la durée de la vie, nous savons aujourd'hui que les familles ont une responsabilité très importante dans la solidarité intergénérationnelle. Nous savons aujourd'hui que de nombreux salariés, même parfois à l'aube de leur retraite ou à la fin de leur carrière professionnelle, ont des responsabilités lourdes vis-à-vis de leurs parents, qui vieillissent, qui veulent vieillir chez eux, et c'est légitime, qui veulent vieillir entourés de celles et ceux qu'ils aiment et qui ont besoin d'accompagnement. Nous sommes des aidants, ou nous serons des aidants familiaux, aujourd'hui ou demain. C'est plutôt une très belle perspective pour la société et pour la ville. Une ville qui a toujours fait d'ailleurs des solidarités une marque de l'engagement de celles et ceux qui y vivent, eh bien c'est plutôt une belle perspective que de se dire que nous allons travailler demain à aider celles et ceux qui prennent soin des leurs. Alors quand je parle de bonification du congé pour les aidants, c'est très simple. La loi vient de créer ce congé pour les proches aidants. Pour le rendre encore plus attractif, je propose que la ville l'accompagne financièrement. Mais il ne s'agit pas seulement d'un enjeu financier, car nous savons également que l'ensemble des services professionnels, je pense aux services d'accompagnement et d'aide à domicile, aux services de soins infirmiers à domicile, aux professionnels de santé en général qui interviennent à domicile, et je salue leur engagement souvent très important au quotidien,
aux côtés des personnes qui souffrent, des personnes âgées, des personnes malades. Eh bien, ces services-là ont aussi besoin de répit et de repos. Le week-end ou les jours fériés ou à certaines heures de la nuit, pour les aidants familiaux, trouver des réponses aux questions concrètes est parfois un peu plus difficile, un peu plus délicat. Donc, je souhaite que le CCAS anime une plateforme technique d'aide aux aidants pour trouver les réponses du quotidien, pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la prise en charge. Parce que ces moments de rupture sont des moments souvent d'ailleurs très délicats pour la santé. Voilà ce que j'appelle une ville aidante, une ville, Nancy, qui aide et accompagne celles et ceux qui prennent soin des leurs. C'est une belle perspective sur laquelle nous travaillerons. Là, nous avons plusieurs questions, comme tu peux t'en douter, sur les bureaux de vote. C'est Karine, Frédéric, Vincent, Anne qui se posent la question, est-ce qu'à Nancy, les bureaux de vote ont le nécessaire pour la protection de tous les électeurs qui vont se déplacer malgré le Covid-19 ? Je crois, j'ai vu comme vous les déclarations du maire de Nancy, Laurent Hénard. J'ai vu le travail aujourd'hui extrêmement précieux, important que fournissent les services de la ville de Nancy, les agents qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour préparer le scrutin des 15 et 22 mars. Et je veux saluer leur engagement. Pour faire en sorte que, en application des consignes nationales qui sont coordonnées par l'Agence régionale de santé, par le préfet de Meurthe-et-Moselle, eh bien, le scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Alors, je vais moi aussi vous conseiller, évidemment, de venir à des heures qui habituellement sont un peu plus creuses. Vous conseiller de venir avec votre stylo, si vous en avez un, de faire en sorte de ne pas rester trop longtemps dans le bureau de vote. Bref, de faire ces gestes d'application aussi des mesures barrières, de distance, pour permettre de voter en toute sécurité. Je n'ai pas peur que, de ce point de vue-là, le scrutin se passe mal, et je crois qu'il ne faut avoir aucune crainte. La ville a commandé un grand nombre de stylos qui pourront être ensuite désinfectés, réutilisés, des stylos à usage unique pour celles et ceux qui n'en auraient pas sur eux au moment du vote. Les assesseurs seront munis de toutes les protections nécessaires pour faire en sorte que vous puissiez vous saisir de l'enveloppe, des bulletins dans les meilleures conditions. Bref, je fais confiance aujourd'hui pleinement au service de la ville de Nancy pour assurer le scrutin dans les meilleures conditions. Je serai d'ailleurs moi-même, comme à chaque élection, présent dans les différents bureaux de vote de la ville pour encourager celles et ceux, et les assesseurs sont très souvent des bénévoles, des citoyens et bénévoles qui vont donner une partie de leur journée ou parfois 2 dimanches de suite pour faire en sorte que le scrutin se passe bien. C'est aussi un bel engagement citoyen. Donc j'ai confiance. Nous serons tous responsables, nous agirons avec discernement et responsabilité, et cela ne doit pas nous éloigner de la perspective de participer à ces élections municipales. Eh bien, je crois que nous allons passer à un autre thème, en lien d'ailleurs avec celui-ci, puisque nous allons passer au thème de la solidarité. En effet, nous avons une question de Cécile qui nous dit « Tous les matins, je vois plusieurs personnes qui passent la nuit sous la porte de la citadelle. Quelles propositions pouvez-vous faire pour les aider ?» C'est vrai que lorsque nous voyons des personnes qui dorment dans la rue, cela nous interpelle. Nous discutons avec elles, nous leur demandons ce qui les a amenées là. Nous voyons d'ailleurs qu'il n'y a pas de parcours type, et nous le savons. Enfin, vous savez, je pense que vous êtes tous convaincus, comme moi, que la pauvreté, ça n'est pas réservé à certaines catégories de la population, que l'accident de la vie n'est pas que pour celles et ceux qui vivent dans la marginalité. Nous sommes chacune et chacun susceptibles, un jour ou l'autre, d'être confrontés à des difficultés telles que nous ne pouvons plus faire face. Un chômage qui dure, une mobilité professionnelle qui s'est mal passée, une rupture familiale, conjugale, un déménagement, un changement de vie, un accident, un soin, une maladie qui vous a éloigné longtemps de la vie sociale. Bref, il peut y avoir beaucoup de raisons qui nous font perdre pied. Et quand on a vraiment perdu pied, quand on a perdu son logement, quand on vit dans le dénuement le plus complet, eh bien c'est là que nous avons la responsabilité, nous, en tant que citoyens, en tant que responsables publics, d'agir. Alors, nous savons tous que vivre sous un toit, vivre chez soi, c'est la première condition pour pouvoir être un citoyen plein et entier, pour pouvoir vivre dignement, pour pouvoir se respecter soi-même
et construire ensuite son parcours d'insertion. Si les foyers d'hébergement sont une solution transitoire indispensable, notamment pendant les périodes climatiques les plus difficiles, les foyers d'hébergement ne sauraient être la solution durable à l'insertion sociale des personnes qui sont aujourd'hui à la rue. Parfois d'ailleurs, elles ne souhaitent même pas les fréquenter parce qu'elles ne souhaitent pas la promiscuité qu'elles pensent ou qu'elles finissent par y retrouver. Le projet d'un village d'insertion que nous avons inscrit à notre programme reprend l'idée que bien pour retrouver sa dignité, sa citoyenneté, il faut avoir un toit à soi, un toit chez soi. Donc accompagner les personnes vers le logement. Et je dis accompagner parce qu'on ne passe pas de la rue à un logement traditionnel dans un claquement de doigts. Il faut un vrai accompagnement social pour pouvoir reconquérir finalement les gestes d'un logement autonome, reprendre soin de soi, de sa santé, de son hygiène. Reprendre soin de soi, c'est aussi se remettre dans une perspective ensuite, une fois qu'on a un toit, d'insertion sociale, professionnelle, un retour vers la formation, vers la mobilité et vers l'emploi. Je crois qu'il faut une grande mobilisation collective. C'est là encore un bel objectif pour une ville solidaire comme Nancy. C'est un bel objectif de continuer à chercher des solutions innovantes. Et il y a de nombreux professionnels des solidarités qui travaillent à Nancy et qui, je sais, sont prêts aujourd'hui à s'engager sur ce sujet. Donc, nous construirons ce projet ensemble de village d'insertion. Merci. Alors, Jean-Greg nous reparle de cette vie nocturne, regrette un petit peu la vie nocturne qui existait auparavant et nous disent qu'aujourd'hui, les agressions sont trop nombreuses à Nancy et demande si la liste de Nancy en grand a des pistes pour restaurer une vie nocturne plus sympa à Nancy. Il y a plusieurs aspects dans cette question. D'abord, il y a un enjeu qui est celui tout simplement de vivre la ville, d'en profiter à toute heure du jour et de la nuit. Et une grande ville est une ville qui vit aussi la nuit. Une grande ville étudiante est une ville qui vit aussi la nuit. Et c'est particulièrement vrai les jeudis, vendredis et samedis soirs, mais pas seulement. C'est aussi ça, vivre la ville. Alors, il faut qu'il y ait une offre culturelle riche, diversifiée, large. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts, pour tous les publics, pour toutes les bourses aussi. Il faut qu'il y en ait pour tous les âges. Et ça, c'est une belle et grande ambition culturelle et festive sur laquelle nous travaillons. Peut-être y reviendrons-nous un peu plus tard. Et puis, il faut pouvoir sortir en toute sécurité. Je pense notamment aux filles, aux jeunes femmes, aux femmes qui sont aujourd'hui sujettes, parfois bien plus souvent que d'autres, aux difficultés, aux discriminations, au harcèlement de rue. Et elles ont droit, comme vous, comme moi, de sortir, de profiter de la ville. Donc nous travaillerons particulièrement sur un plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes qui inclura notamment un volet sur faire la fête et sortir en toute tranquillité. Et puis il y a la sécurité aux sorties des établissements de nuit. C'est un sujet qui malheureusement à Nancy rythme régulièrement la chronique des faits divers jusqu'au plus dramatique. Eh bien, de ce point de vue-là, il faut travailler en bonne articulation entre la police nationale. Moi, je pense que le cœur de la nuit, c'est le cœur de responsabilité de la police nationale. Je ne veux pas tout confondre et je ne prévois pas de demander à la police municipale de Nancy de travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous y reviendrons probablement dans une autre question, mais je pense que le rôle principal de la police municipale, c'est de travailler en journée et en soirée à la lutte contre les incivilités. Par contre, et c'est le projet que nous avons, c'est de créer une équipe d'intervention sociale, en lien d'ailleurs avec les professionnels de la nuit, une équipe d'intervention sociale pour réguler finalement les fins de nuit du jeudi et du vendredi et du samedi, notamment, ou pour réguler l'utilisation et le passage dans les transports en commun. Eh bien Mathieu, puisque nous venons d'aborder les transports, je prends tout de suite la question de Jessica qui dit « Nous vivons à Neuve-Maisons, nous travaillons à Nancy, nous avons besoin de solutions de transport en commun efficaces et accessibles depuis les territoires voisins.
allez-vous travailler avec les élus voisins ? Nous travaillons déjà avec les élus voisins. Il y a quelques jours, j'étais avec Philippe Pinault, justement, le président de la communauté de communes Moselle et Madon, le maire de Chaligny, et avec Laurent Troglic, qui lui est président de la communauté de communes du bassin de Pompée et maire de Pompée, avec eux il y a quelques jours pour travailler à ce que peut être demain un plan des mobilités à l'échelle du bassin de vie. Parce que oui, il est évident que si nous voulons répondre pleinement aux enjeux d'une meilleure mobilité et aux enjeux d'une meilleure transition écologique, eh bien, nous devons travailler non plus à l'échelle administrative de la métropole, mais travailler à l'échelle du bassin de vie, de l'aire urbaine de Nancy. En commençant par nos voisins immédiats, les intercommunalités qui sont autour de la métropole. Moi, je crois vraiment que nous pouvons faire beaucoup mieux. J'ai envie de proposer des solutions concrètes aux 100 000 personnes qui entrent chaque jour dans la métropole pour y travailler, pour y étudier, par exemple. C'est-à-dire des femmes et des hommes qui vivent ailleurs et qui viennent travailler à Nancy ou alentour. 100 000 qui utilisent, pour beaucoup d'entre eux, leur voiture individuelle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils ne trouvent que très peu de solutions alternatives. Les solutions alternatives, lesquelles sont-elles ? Elles sont déjà d'organiser le réseau de transport à l'échelle du bassin de vie. Nous l'avions d'ailleurs dit déjà au moment de la mise en service de la ligne 2 en 2013, ne comprenant pas pourquoi elle n'avait qu'une destination unique vers le plateau de Haye et pourquoi elle ne se prolongerait pas sur une autre branche vers le bassin de Pompée, par exemple. Eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Nous voilà à l'aube du renouvellement de la ligne 1 et au lendemain du renouvellement du réseau Stan. Et finalement, nous n'avons pas beaucoup progressé, voire même pas progressé du tout. Donc oui, il faut que les bus, le tram, sortent de la métropole pour aller chercher des clients, des voyageurs en dehors de la métropole. Il faut que des parkings relais et des plateformes multimodales soient beaucoup plus nombreux en porte de métropole, avec une connexion directe, soit avec un réseau de transport du réseau Stan, soit avec une navette qui rabat les voyageurs vers le centre-ville. Il faut faire en sorte que depuis ces parkings relais, depuis ces plateformes multimodales, vous puissiez accéder à la ville en vélo, en créant de véritables pistes cyclables, sécurisées bilinéaires. Quand je dis sécurisé, c'est sécurisé autant d'ailleurs de la voirie automobile que sécurisé pour les piétons des trottoirs. Vous savez, les bandes cyclables où un coup de peinture sépare simplement l'endroit où les piétons peuvent marcher de l'endroit où les cyclistes peuvent rouler, ça ne rassure ni les uns ni les autres. Et ça ne correspond pas vraiment à la définition d'une piste cyclable, surtout quand elle se termine immanquablement dans la circulation automobile. Donc il faut penser les mobilités. Il faut penser les mobilités avec nos voisins. Il faut faire en sorte que, pour leur confort à eux, et Jessica peut-être travaille au CHRU, je ne sais pas si elle est à Neuve-Maisons, et peut-être qu'elle se dit que la ligne 1, et elle n'aurait pas tort si c'était le cas, pourrait aller la chercher chez elle, à des horaires d'ailleurs adaptés aux agents hospitaliers qui ont souvent des services à horaires variables. Ils peuvent prendre leur poste au milieu de la nuit ou tard le soir. Eh bien, c'est aussi en pensant à eux et donc à la qualité des soins des Nancéens, pour refaire la boucle avec la question précédente, que le réseau des transports doit pouvoir contribuer. Encore une petite précision sur le transport, puisque c'est vrai que les internautes se posent énormément de questions. Et je crois qu'il faut prendre déjà la question de Sébastien qui dit « Personnellement, je n'ai pas encore réellement compris la position de Mathieu Klein sur le tram. » Elle est pourtant extrêmement simple, Sébastien. Le tram, il faut le faire. J'allais dire, malheureusement, il faut le faire. J'aimerais bien pouvoir vous dire qu'au terme de 20 années de ligne 1 de tram, eh bien, mon projet est d'en ouvrir une deuxième, une troisième, une quatrième. Ça, c'est si nous vivions dans un autre territoire avec d'autres choix que ceux qui ont été faits ces 20 dernières années en matière de transport. Mais nous sommes à Nancy. Et à Nancy, nous avons fait le choix d'une technologie expérimentale à l'aube des années 2000 qui arrive aujourd'hui à son terme. Le tram sur pneus bombardier perd son autorisation de circuler à partir de 2021. C'est un fait qui doit inciter au pragmatisme. Il faut donc faire le tram.
Parce que 45 000, peut-être 60 000 ou plus encore de voyageurs demain ont besoin d'un tram ferré pour circuler de Porte Verte à Brabois. Je me suis battu à la métropole du Grand Nancy, contre d'ailleurs l'avis du maire de Nancy, pour qu'il n'y ait qu'une seule déclaration d'utilité publique, pour que le tram n'oublie pas d'aller jusqu'à Brabois. Parce que nous avons évoqué tout à l'heure l'enjeu de développement de Brabois, il serait tout de même paradoxal de développer Brabois comme nous le faisons aujourd'hui, en ne pensant pas à y transporter via le tram celles et ceux qui souhaitent s'y rendre chaque jour, j'allais dire chaque heure, ou chaque 5 minutes. C'est un enjeu majeur. Donc il fallait, et c'est heureux que la métropole finalement y soit venue, une seule déclaration d'utilité publique. Maintenant, il faut trouver l'argent. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Pourquoi ? Parce que le tram va nous coûter un peu moins de 500 millions d'euros, un peu moins d'un demi-milliard d'euros. C'est une somme considérable, surtout pour la métropole qui fait partie des plus endettées de France. Et selon les plans même de la métropole du Grand Nancy, de son vice-président en finances Pierre Boileau, la dépense soutenable pour le tram, c'est 250 millions d'euros. Donc il faut trouver le double. Et pour trouver le double, ce ne sont pas 15 millions d'économies de fonctionnement par an qui me permettront de le faire. Là aussi, soyons très clairs. Je ne viens pas devant vous en vous disant « nous allons économiser 15 millions d'euros par an » jusqu'à finalement arriver à 75 millions d'euros, ce qui représente une goutte d'eau dans le budget de la métropole. Ça n'est pas vrai. Car le budget de fonctionnement de la métropole, selon les documents financiers même de la métropole, est incompressible à 84%. En clair, vos économies de fonctionnement, elles vont porter sur 16% du budget de fonctionnement de la métropole du Grand Nancy. Donc, qu'on nous dise quels services vont être réellement impactés. Et moi, je ne crois pas que ce soit soutenable. Je pense par contre que pour réaliser le tram, il va falloir rééchelonner d'autres investissements. Et que le plan pluriannuel d'investissement de la métropole du Grand Nancy, que nous aurons à débattre et que je soumettrai à débat au début du mandat métropolitain, devra tenir compte du fait que l'investissement prioritaire, c'est le tram. Et il faudra en rééchelonner d'autres, en différer certains, en reporter des troisièmes. Pour vous dire précisément lesquels nous devrons rééchelonner, différer et reporter, eh bien j'ai demandé, et je proposerai en début de mandat, qu'un audit financier de la métropole et de la ville d'ailleurs également soit réalisé pour pouvoir disposer de l'ensemble des outils de pilotage financier me permettant de proposer à l'Assemblée des choix, nous permettant collectivement de faire ces choix. Ces choix d'ailleurs qui devront nous permettre à la fois de réaliser le tram, mais aussi de réaliser sans attendre les pistes cyclables que nous évoquions précédemment, l'amélioration du service du réseau STAN. Car le réseau STAN, tout le monde le constate depuis l'été 2019, s'est dégradé. Vous qui êtes utilisateur de bus, vous voyez bien que, notamment sur toutes les lignes en dehors de la 1, la 2, la 3 et la 4, enfin des lignes structurantes, le service s'est dégradé, les horaires se sont espacés, la desserte n'est plus bonne, ou en tout cas n'est plus suffisamment qualitative. Combien d'élèves, de collégiens, de lycéens témoignent chaque jour qu'ils n'arrivent pas à l'heure dans leur établissement scolaire parce que le réseau de transport ne le leur permet pas? C'est tout de même un problème lorsque les scolaires font partie des premiers utilisateurs d'un réseau de transport. Donc, je souhaite que le tram soit réalisé dans les meilleurs délais. Oui, il faut en faire l'investissement prioritaire, car de fait, il n'y a plus de tram en 2021. Et il faut aussi travailler sur un réseau de substitution, parce que je veux que vous ayez à l'esprit que, quel que soit le vainqueur des élections municipales, quel que soit demain le destin de la métropole du Grand Nancy, le tram s'arrêtera en 2021, et au plus tôt, même si on peut avoir des doutes sur la faisabilité de ce calendrier, c'est en 2023 que la première tranche pourra être mise en service. Donc il y a au moins 2, peut-être 3 années sans tram qu'il faut organiser. Aujourd'hui, de cette organisation, personne ne sait rien. Donc, un plan pluriannuel d'investissement pour la métropole qui tienne compte aujourd'hui des indicateurs financiers et de la capacité d'investissement réelle de la métropole,
la nécessité de trouver 250 millions supplémentaires pour financer le tram sur la base du rééchelonnement des autres investissements. Voilà comment je procéderai, ce qui me paraît beaucoup plus réaliste que les promesses d'économie de fonctionnement dont nous savons qu'elles seront d'abord une dégradation de la qualité du service public. Dernière question sur les mobilités. Petit détail technique, il faut que tu te recules par rapport au micro pour que les internautes comprennent bien. Ne sois pas assourdi. Voilà. Très bien. Parfait. Donc, dernière question sur les mobilités. Elle est toute simple. Bénédicte veut savoir si, oui ou non, tu es pour la gratuité des transports à Nancy. Alors, la gratuité des transports est un sujet aujourd'hui dans le débat dans de nombreuses villes en France, en Europe et dans le monde. Nos amis luxembourgeois, qui n'ont pas du tout les mêmes recettes que les nôtres, je le dis au passage, viennent d'ailleurs de passer très récemment à la gratuité totale de leur réseau de transport, y compris d'ailleurs le réseau ferroviaire. Je pense que dans une optique à la fois ambitieuse en matière d'accès au transport collectif et responsable en matière de gestion des deniers de la métropole, il est nécessaire de franchir un premier palier. Ce premier palier, c'est la gratuité le week-end pour tous les usagers, y compris pour redonner envie d'accéder au centre-ville et permettre à toutes les familles, notamment celles qui n'ont pas d'abonnement et qui comptent le prix du ticket individuel pour une famille de 3, 4 ou 5 personnes, et de permettre à celles et ceux qui sont parfois les plus captifs des transports collectifs, qui n'ont pas de voiture individuelle ou moins que d'autres, je pense aux personnes de plus de 65 ans ou aux moins de 18 ans, d'avoir eux accès gratuitement en permanence au réseau STAN et au réseau de transport. Demain, nous verrons, en fonction de l'évolution de la situation financière de la métropole du Grand Nancy, en fonction de l'évolution des attentes aussi des habitants et des utilisateurs de transport, comment proposer la gratuité intégrale. Mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai jamais sans m'assurer d'abord de pouvoir financer cette mesure. Moi, je ne veux pas être un élu qui vient devant les citoyens et qui leur dit je veux faire ceci, cela, je vous promets ceci ou cela, et qui, une fois la promesse faite ou le projet annoncé, se posera alors la question de savoir comment le financer. Moi, je crois à une gestion rigoureuse, stricte de la dépense publique, et pour cela, je veux proposer des projets finançables et donc financés. L'attractivité de la ville. Les questions là sont très claires. J'ai vu des sondages, les résultats des sondages. Nancy est très mal placée quant à l'attractivité. On a des laboratoires, des chercheurs d'exception. Pourquoi les entreprises ne sont pas là? Bref. Qui est-ce qui nous demande ça? Pedro. Ah, Pedro. Alors, il y a des entreprises à Nancy, il ne faut pas, je crois, noircir à l'excès le tableau. Mais il est vrai que Nancy est une grande ville tertiaire de services et une grande ville universitaire. Et c'est vrai que moi, je suis le premier aujourd'hui à me dire que nous avons la chance d'avoir sur notre territoire des universités, une université de Lorraine aujourd'hui qui a dans toute une série de secteurs des classements tout à fait remarquables, des écoles d'ingénieurs, parfois dans leur domaine parmi les meilleurs en Europe, des chercheurs qui inventent, qui innovent, et une attractivité économique à renforcer. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait plus d'étudiants qui restent à Nancy, qui investissent à Nancy, qui créent à Nancy, qui travaillent tout simplement à Nancy. C'est paradoxal d'ailleurs au moment où je rencontre tellement d'entreprises, tellement de chefs d'entreprise, qui disent ne pas parvenir à recruter, qui cherchent à tout niveau de qualification des collaboratrices et des collaborateurs, et de voir de l'autre côté tant d'étudiants diplômés de l'Université de Lorraine ou d'autres écoles plier bagages dès la fin de leur cursus. Donc oui, il y a aujourd'hui à tracer des liens, à renouer des liens, à tracer des ponts entre l'école, l'université et le monde économique. Et c'est une des conditions d'une meilleure attractivité de la métropole et de Nancy. Une autre est de faire en sorte aussi de valoriser nos atouts. Je pense
par exemple, au projet Solarium, une entreprise de Folquemont, qui devient, en Lorraine donc, qui devient leader européen du photovoltaïque de deuxième génération, de l'énergie solaire, et qui travaille pour cela avec l'Institut Jean Lamour. Alors nous avons la possibilité en Lorraine d'avoir en recherche-développement et en production, sur des secteurs aussi stratégiques que les énergies renouvelables, des leaders européens, peut-être demain des leaders mondiaux. C'est en soi un facteur d'attractivité majeur pour des jeunes chercheurs ou des jeunes ingénieurs du monde entier. Pourquoi ne le portons-nous pas plus haut ? Je pense aussi à tous les projets aujourd'hui autour des nouvelles mobilités. Le Vram, par exemple, nous sommes une ville de plateau. Nous sommes une ville en cuvette, on le dit assez souvent pour dire qu'on ne peut pas faire tout ce que nous voudrions faire en matière de mobilité, en matière de transport public et de vélo. Mais il y a aussi une autre façon de voir les choses. Il y a une autre façon de voir les choses que de constater simplement que la topographie est ce qu'elle est. Il y a aujourd'hui des gens qui inventent des systèmes pour que les vélos montent les côtes, pour faire en sorte que travailler sur un plateau n'implique plus forcément de ne pouvoir y aller qu'en voiture. Aujourd'hui, à l'ENSEM, ces projets-là s'inventent tous les jours. Et des entreprises du monde entier s'y intéressent. Et bien, j'ai aussi envie que ma ville, ma métropole, les entreprises de notre région s'y intéressent. Donc je crois que les ressources sont là. Elles sont d'ailleurs très nombreuses. Je crois que les gens qui aiment Nancy sont nombreux. Je crois que les entreprises qui ont envie de rester à Nancy sont nombreuses. Quand je vois David Ao, qui crée des jeans made in Nancy, made in Lorraine, du textile local, qui correspond aujourd'hui à une attente forte des consommateurs, qui est attaché à Nancy, qui a créé son entreprise, son atelier de production à Nancy, qui vend aujourd'hui dans le monde entier avec le commerce en ligne, eh bien, qui a besoin aujourd'hui d'être accompagné dans sa croissance, mais qui veut rester à Nancy, eh bien, je crois qu'il faut que nous inventions de nouveaux outils adaptés. Le fonds d'investissement Made in Nancy que nous proposons, 50 millions d'euros, que nous souhaitons aujourd'hui assembler par mobilisation de nombreux fonds privés, et notamment en essayant de mobiliser l'épargne au service de projets de territoire, aura pour fonction notamment d'aider les TPE nancéennes à passer ce cap de la maturité, ce cap des 3 ans, qui est souvent un cap un peu difficile, même pour les entreprises qui sont en croissance. Donc il y a aujourd'hui des réponses universitaires, économiques et de mobilisation pour rendre la métropole toujours plus attractive. Quelques mots peut-être sur les startups ? Bien, dans le même état d'esprit, les startups font partie de cet écosystème aujourd'hui. Alors, elles ont des espaces pour se retrouver à Nancy, des espaces pour travailler, des incubateurs, y compris au sein de l'Université de Lorraine. Je pense notamment au pôle d'entrepreneuriat étudiant de l'Université de Lorraine, l'Université de Lorraine étant d'ailleurs l'une des premières de France pour le nombre d'étudiants créateurs d'entreprises. Elles sont des partenaires de la vie quotidienne, les startups. Un exemple, je suis interrogé chaque jour par des commerçants et des habitants sur la façon demain de circuler et de se stationner à Nancy. Il y a un vivier aujourd'hui très important qui est celui des places de parking et de garage individuels qui sont souvent vides la journée lorsque vous quittez votre domicile et que vous avez la chance de disposer en tant que locataire ou propriétaire d'une place de garage ou d'une place de parking. Eh bien, votre place est vide la journée. Des startups en Lorraine existent aujourd'hui pour simplement mettre en relation des gens qui cherchent à se stationner et des gens qui disposent d'une place de parking vacante la journée. Ce réseau aujourd'hui de startups, ce réseau agile de jeunes entreprises, de créateurs qui ont besoin à la fois d'un appui financier, qui ont besoin à la fois d'être incubés, et nous disposons de beaucoup d'outils en la matière dans la région et à Nancy particulièrement, eh bien c'est aussi un réseau au service des politiques publiques locales. Et moi, je veux faire des startups nancéennes des partenaires des politiques de la ville et de la métropole. Béatrice s'inquiète. Est-ce que Nancy serait passée à côté du numérique ? Pas de GPS dans les trams, donc l'appli MyBus est totalement inutile. Toujours pas de Wi-Fi dans la ville. Alors Nancy est une ville, comme je l'ai dit, étudiante, avec
beaucoup d'attentes aujourd'hui, notamment en matière de ressources numériques. Il faut à la fois développer au maximum, évidemment, l'accès au numérique partout dans la ville, partout dans la métropole, y compris dans les transports, y compris pour faire en sorte que le Wi-Fi gratuit, libre d'accès, soit le plus large possible. C'est une facilitation aujourd'hui dans la façon de se déplacer, dans la façon d'acheter, dans la façon de communiquer, évidemment. Preuve en est encore ce soir. Mais je veux aussi que nous développions les outils qui permettent à toutes et à tous d'accéder aux ressources du numérique. On a parlé tout à l'heure des personnes en précarité. Je veux que les personnes en précarité aussi puissent faire valoir leurs droits par le développement des coffres-forts numériques. Nous avons expérimenté à Nancy, notamment avec le CCAS, le conseil départemental, sur ces questions-là. Il faut aller plus loin. Il faut aussi mieux maîtriser, je pense, les outils du numérique. Je discutais encore ce matin avec des parents d'élèves de l'école Marcel Leroy qui regardaient notre projet du 100% numérique pour les écoles en nous disant « Oui, très bien, mais il faut aussi nous aider à apprendre à maîtriser le numérique, nous aider à apprendre à nos enfants à utiliser avec discernement les ressources du numérique. Ne pas simplement livrer les outils comme si l'outil était en soi une baguette magique, mais faire en sorte que l'outil soit, comme tous les outils, au service de l'apprentissage, du loisir, de la créativité, de l'imaginaire, et pas un outil au service simplement, finalement, du remplacement de la personne humaine. Nous le voyons aussi en matière de domotique. Nous parlons tout à l'heure des personnes âgées, de la lutte contre la perte d'autonomie et la domotique. Les outils numériques sont aujourd'hui de formidables atouts pour prévenir les chutes, pour prévenir les gestes dangereux du quotidien pour les personnes en perte d'autonomie ou les personnes malades ou les personnes isolées. Donc il y a effectivement aujourd'hui une appétence très forte, à condition encore de la mettre toujours au service de l'intérêt général. Et je pense qu'une ville numérique, c'est pas seulement une ville qui accueille en grande pompe des grandes multinationales du numérique dans sa ville, c'est une ville qui aide les siennes et les siens, les habitantes et les habitants, eh bien, à utiliser ces ressources du numérique avec discernement et avec ambition. Et là encore, nous sommes une ville qui a la chance de disposer de ressources exceptionnelles qui sont souvent mobilisées dans le monde entier. Je pense notamment, évidemment, au travail sur la cybersécurité que le lauréat aujourd'hui, pour lequel le lauréat est en pointe en Europe aujourd'hui, et qui nous démontre que la matière grise nancéenne est toujours présente sur des enjeux qui sont des enjeux aujourd'hui fondamentaux pour toute la société. Autres enjeux, ceux de la transition écologique. C'est CJF2 Nancy qui nous pose la question, qui te pose la question, Mathieu, quid de la pollution de plus en plus ressentie en ville, chacun sait que Nancy est dans une cuvette. Alors, prendrez-vous des décisions d'interdiction de circulation? La vignette critère servira-t-elle? La vignette critère va entrer en vigueur. C'est une décision qu'a prise la métropole. L'enquête publique est maintenant terminée. Nous avons d'ailleurs regretté, Shaïnes Kirouni, Bertrand Masson, les premiers, lors du dernier grand pic de pollution l'année dernière au Conseil métropolitain, ont regretté d'ailleurs que la métropole ne se soit pas dotée des outils comme la vignette critère pour pouvoir réguler la circulation automobile lors de ces pics de pollution. Ce sera bientôt chose possible. Mada, l'alimentation bio. Le fait maison, via un approvisionnement grâce aux producteurs locaux. Comment allez-vous procéder à l'approvisionnement des particuliers et des collectivités concernant ces produits locaux? Meilleur pour la santé, bien entendu. Et dans la même question, envisagez-vous la création de jardins potagers partagés à Nancy? Madame. Eh bien, écoutez, Mada, d'abord des jardins potagers, oui, bien sûr qu'il faut les développer. Il faut développer les espaces, en fait, collectifs qui permettent de végétaliser la ville et qui permettent qu'au-delà de la végétalisation, ce retour de la nature en ville, ce lien plus fort entre la ville et la nature soit aussi l'occasion de renforcer le lien social, la solidarité, les relations de voisinage. Prendre soin de sa rue, c'est pas simplement une affaire de la collectivité publique, c'est aussi, peut-être même d'abord et avant tout, une affaire de citoyens. Mais pour avoir envie de prendre soin de votre rue, de votre quartier, encore faut-il que nous vous donnions envie de le faire. Que le ramassage des ordures ménagères soit le plus régulier possible, que le tri sélectif soit encouragé, que le ramassage des ordures, des biodéchets, soit collecté à domicile, que les incivilités liées aux déchets, aux déjections canines, liées à des mauvais comportements soient sanctionnées
et que vous ayez un permis de végétaliser qui inclut y compris l'accès demain à des jardins partagés, à des jardins, à des espaces dans lesquels vous aurez le plaisir de retrouver vos voisins et de renouer avec la nature. Alors, la pollution, c'est évidemment une préoccupation majeure. Si nous sommes tous des candidats très verts, à n'en pas douter, il n'y a qu'à voir aujourd'hui la course aux arbres plantés de chaque liste, même si nous n'avons, nous, pour notre part, choisi de ne pas chiffrer le nombre d'arbres, parce que nous pensons qu'il ne s'agit pas seulement de mesures symboliques, mais il s'agit de mesures qui doivent aujourd'hui transformer progressivement notre façon de nous déplacer, de nous loger, de nous alimenter, pour éviter les pires scénarios du GIEC. Nous avons une ancienne célèbre, Valérie Masson-Delmotte, souvent d'ailleurs plus connue à l'extérieur de Nancy qu'à l'intérieur, qui est coprésidente du GIEC, et qui dit de ce mandat municipal qu'il est le dernier pour agir. Alors non pas le dernier au sens où il n'y en aurait pas d'autres après lui, mais le dernier pour enclencher des mesures qui éviteront les plus mauvais scénarios du GIEC en matière de réchauffement climatique. Et faire diminuer l'émission des gaz à effet de serre en ville, et notamment le premier producteur étant la voiture individuelle, le deuxième, le logement, eh bien, faire diminuer les gaz à effet de serre par des mesures qui progressivement permettent cette reconquête verte de la ville. Et l'alimentation, cette question est parfaitement pertinente, est aussi aujourd'hui un facteur déterminant à la fois de bonne santé et de lien entre la santé et l'environnement. Nous sommes dans un territoire, le sud Meurthe-et-Mosellan, est un des territoires de France qui consomme le moins local. En clair, nous consommons chaque jour moins d'1% d'aliments issus des circuits de proximité. Nous avons donc une marge de progression certaine. Et pour y parvenir, pour franchir là aussi des paliers avec ambition et détermination, eh bien, nous proposons plusieurs choses. D'abord, que la ville, en gestion directe, reprenne en main la confection de ses repas, en lien avec l'agriculture de proximité, que nous créons par exemple une centrale d'achat, d'approvisionnement, peut-être avec d'autres, et même, je l'espère, avec d'autres communes de la métropole, avec d'autres grands services comme l'hôpital, pour que, par exemple, 8000 repas par jour qui sont confectionnés pour les jeunes Nancéens dans les crèches, dans les écoles ou dans les résidents de nos EHPAD, eh bien, ces 8000 repas par jour soient 100% faits maison, avec des labels de qualité, le bio, mais pas seulement le bio, l'alimentation sans OGM, le label rouge, tous les labels qui font du bien manger, mais aussi du bien cultivé, du bien produit, du bien élevé pour les animaux, des conditions essentielles d'une bonne alimentation. Et une alimentation saine, équilibrée et locale, c'est une alimentation moins cancérigène. C'est moins de produits transformés, c'est aussi la reconquête du goût, c'est apprendre à faire à manger, c'est le plaisir de se retrouver. Et ça, nos enfants, ils le réclament tous les jours. Moi, quand mes enfants rentrent de l'école et qu'ils me disent que la cantine, c'est bof, on peut le comprendre. Tous les enfants trouvent immanquablement que la cantine, c'est bof. Mais quand ils disent que c'est bof tout le temps, c'est que quelque part, et quand ils sont nombreux à le dire, c'est que quelque part, au-delà du caractère exigeant d'un enfant sur ce qu'il y a dans son assiette, eh bien, il y a d'autres questions à se poser. Et je voudrais que nous nous les posions simplement, que nous nous les posions évidemment avec le souci, là, toujours de la bonne gestion des deniers publics, mais aussi, d'abord et avant tout, le souci de la santé de nos enfants. Donc, ces circuits de proximité, c'est aussi renouer avec la vente directe. Moi, je propose que chaque quartier de Nancy, enfin, on va le dire autrement, je propose que chaque jour de la semaine, un quartier de Nancy accueille un marché de producteurs. Nous pourrions imaginer que, et là je le dis de façon théorique, nous le verrons concrètement, que le lundi, la place Pain-Levé accueille un petit marché fermier, que le mardi, ce soit la place Charles III, près du marché central, ou que ce soit ensuite le mercredi sur la place de l'Arsenal, etc., etc. Que nous prenions des habitudes chaque jour dans la ville de retrouver des producteurs lorrains qui proposent leurs produits aux habitants. Il faut le faire avec les outils juridiques appropriés, donc peut-être créerons-nous une société publique locale, peut-être ferons-nous de la régie directe, ça nous le verrons, notamment avec les autres communes de la métropole. Je pense qu'il faut y travailler à plusieurs. Il faut se poser ces questions-là, parce que là encore, il ne s'agit pas simplement d'annoncer qu'on a des chiffres performants en matière de circuits courts, parce qu'on a délégué à d'autres la responsabilité de le faire. Il s'agit de favoriser, y compris d'ailleurs pour les agriculteurs,
un modèle économique gagnant-gagnant. Les agriculteurs doivent aussi pouvoir mieux vivre de leur travail. Et si nous arrivons à passer des contrats avec eux, à garantir des volumes suffisants dans la commande, et à faire en sorte que, du coup, ils aient eux aussi un intérêt économique, eh bien, nous les paierons au juste prix. Parce que nous serons une collectivité responsable. Alors, plusieurs internautes ont repris ton expression, bof, en disant bof, la piétonisation, à Nancy. Donc, je suppose que là, il faut changer quelque chose. Bon, c'est pas difficile de faire mieux que ce que nous connaissons aujourd'hui, hein, puisque la dernière fois qu'une partie significative de Nancy a été rendue aux piétons, c'était en 2005, donc il y a 15 ans maintenant, lors de la piétonisation de la place Stanislas. D'ailleurs, je mets au défi tous ceux qui nous regardent de me trouver une personne qui aujourd'hui voudrait faire revenir les voitures sur la place Stanislas. Pourtant, lorsqu'elle a été piétonisée, je me souviens encore des commentaires, notamment de certains passants habitués des cafés de la Plastane ou parfois même des cafetiers eux-mêmes sur le drame économique que cela allait représenter. Je crois que celles et ceux qui travaillent sur la place Stanislas n'ont pas eu à se plaindre depuis qu'elle soit piétonne. Ma conviction, et je le dis en plus avec vraiment à l'esprit le souci de la responsabilité vis-à-vis des commerçants, ma conviction c'est que la piétonisation permet à la fois de renouer avec le plaisir de la ville, permet de faire venir ou revenir vers la ville des femmes et des hommes qui n'y viennent plus ou y viennent moins, et permet enfin d'augmenter le revenu des commerçants qui retrouvent ainsi une clientèle plus importante. Alors, j'ai parfaitement conscience que rien de tout cela ne se fera sans les premiers concernés, habitants, professionnels des quartiers concernés, et ne se fera évidemment pas en un claquement de doigts ou en une seule soirée, ni même en une seule année. Je veux que nous fassions les choses graduellement. Mais la piétonisation, c'est aussi un enjeu de santé publique, parce que je le disais tout à l'heure, réduire l'émission des gaz à effet de serre, c'est un enjeu aujourd'hui que nous avons tous en partage. C'est une impérieuse nécessité pour le prochain mandat. Donc je proposerai qu'un premier espace, un premier chemin piéton soit créé, grande rue, place Carrière, place Stanislas naturellement, elle l'est déjà, rue des Dominicains et rue du Pont-Mougeat. Je le proposerai en lien avec l'ensemble des habitants, des commerçants, des professionnels de ces quartiers. Je veux le faire graduellement, je veux le faire aussi en protégeant le chiffre d'affaires des commerçants. Je sais que les périodes de transition sont parfois difficiles et délicates. Je sais aussi, pour parler régulièrement avec eux, que la situation actuelle est insatisfaisante. Car la situation actuelle, déjà, amène à constater que insuffisamment de clients se rendent chaque jour chez ces commerçants. Et puis je veux que les familles puissent se promener en toute quiétude. Je veux que le plaisir du patrimoine, de la culture dans les quartiers piétons soit aussi de retour chaque jour. Bref, nous allons réinventer ensemble une nouvelle façon de vivre la ville. Ce n'est pas le moindre des défis du prochain mandat municipal, mais c'est certainement un des plus beaux. Et j'ai la conviction que nous y parviendrons au bénéfice de chacune et de chacun. Julie s'inquiète. Elle est très contente de toutes les mesures dont tu as déjà parlé, mais sa question c'est, Monsieur Klein, allez-vous augmenter les impôts? Eh bien voilà, Julie, rassurée, nous n'allons pas augmenter les impôts. D'abord, il faut le dire avec simplicité, la ressource fiscale directe, c'est-à-dire l'impôt ménage, l'impôt des particuliers, change à la fois dans la perception que nous pouvons en avoir et puis dans le niveau de recettes qu'il apporte. Vous savez que la taxe d'habitation va disparaître. Alors le président du conseil départemental que je suis encore pourrait s'inquiéter du fait que, et il aurait raison de l'être, du fait que la taxe foncière, la part départementale de la taxe sur le foncier bâti, c'est-à-dire l'impôt que vous payez en clair si vous êtes propriétaire de votre appartement ou de votre maison, mais cette part départementale, elle va être transférée à la commune, puisque le président de la République s'est engagé sur la suppression de la taxe d'habitation, il la compense pour les communes par le transfert de la part départementale
du foncier bâti. Donc pour les communes, c'est une opération neutre. C'est un autre problème pour les départements, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Je n'entends pas me servir de ce levier fiscal ni à la commune ni à la métropole. J'entends trouver d'autres ressources, de multiplier d'ailleurs finalement les recettes, d'augmenter le taux de subvention, le taux de couverture des dépenses d'équipement de la ville de Nancy, d'avoir un service de transport en commun plus performant, générateur donc de plus de recettes parce que de plus d'abonnements, d'avoir un centre-ville plus dynamique qui là aussi engendre plus de recettes. Bref, améliorer la dépense, pas forcément faire plus mais faire mieux et augmenter le niveau des recettes, mais pas la recette fiscale directe des ménages. Ce sont également les agents municipaux qui s'inquiètent. Que va-t-il se passer si Mathieu Klein prend la mairie? La question est de SAD. C'est une question qui est d'ailleurs non pas régulièrement posée, mais d'une rumeur savamment et régulièrement entretenue. Ça, c'est incontestable. Il ajoute le 13e mois. Oui, ça fait partie des rumeurs, des légendes urbaines persistantes. Je ne serai pas demain le maire qui supprimera le 13e mois. Je ne serai pas demain le maire qui se séparera brutalement de tous les agents contractuels. Je ne serai pas demain le maire qui supprimera les postes des agents qui ont la charge de faire traverser nos enfants en toute sécurité les passages piétons aux abords des écoles. Je ne serai pas ce maire-là. Peut-être que certains ont envie de vous faire peur en vous incitant surtout à vous méfier de l'alternance. Mais vous savez, ceux qui vous font peur en vous incitant à vous méfier de l'alternance sont ceux qui aujourd'hui, en responsabilité, ne font pas grand-chose pour votre bien-être au quotidien. Et moi, ma responsabilité demain de maire, ce sera de faire en sorte que la précarité de ces agents, notamment qui s'occupent de nos enfants, soit réduite, sera de faire en sorte que les personnels qui travaillent avec des horaires découpés, pour lesquels des contrats de travail parfois très courts et souvent renouvelés sont la règle, eh bien, soient mieux considérés par la collectivité. Ma responsabilité, ce sera demain qu'il y ait un service public de qualité qui soit au rendez-vous. Et donc les acquis des agents de la ville, évidemment que je serai attaché à les préserver et que je souhaite évidemment qu'un dialogue social... Je sais d'expérience, en tant que président du département de Meurthe-et-Moselle, que le dialogue social n'est jamais un art facile et qu'il peut parfois y avoir des frottements, des désaccords, de la contestation. C'est normal, c'est légitime, c'est naturel. Je suis l'employeur et les employés négocient, discutent, revendiquent, se battent pour améliorer leurs droits et leur quotidien. Ma responsabilité, c'est à la fois de les entendre et toujours de le faire dans une logique qui est toujours ma boussole de gestion rigoureuse, j'allais même dire de gestion stricte, des deniers publics et des ressources rares, de plus en plus rares, qui sont celles des collectivités locales. Mais il n'y a aucun esprit de revanche, aucun esprit de règlement de compte qui m'anime ou qui m'animera demain. Je connais l'engagement des agents pour le service public. D'ailleurs, vous savez, les politiques passent et les agents restent. Alors c'est vrai qu'à Nancy, les politiques ne sont pas beaucoup passés depuis 40 ans. Donc, il peut y avoir des questions. Mais la règle démocratique générale, c'est que les politiques passent et que les agents du service public restent. Ce sont eux qui sont garants de la qualité du service public. Ce sont eux qui sont garants de la neutralité du service public. Moi, je serai garant de ces règles de fonctionnement fondamentales d'une démocratie apaisée. Merci, merci à tous les internautes qui nous ont suivis ce soir, qui ont posé les questions. Vous avez été très, très nombreuses et très nombreux. J'ai essayé de regrouper les questions selon différents thèmes. Je sais que nous n'avons pas répondu à toutes les questions, mais vous savez aussi que vous pouvez interroger Mathieu dans la rue, sur le quartier de campagne où il se trouve chaque jour. Et demain, d'ailleurs, il se trouvera sur la place Maginot.
Donc vous pourrez le retrouver. Et je crois qu'il est l'heure de conclure. Alors, Mathieu, il restait encore des questions sur le cours Léopold, la pépinière, les termes, voilà. Mais je compte sur toi pour inclure toutes ces thématiques dans ta très courte conclusion. C'est un message très clair, Evelyne, merci. D'abord, je pourrais évidemment répondre à toutes les questions qui n'ont pas trouvé de réponse ce soir oralement par écrit. J'ai vos messages, j'en prendrai naturellement connaissance et puis je vous répondrai sur vos comptes, sur vos réseaux sociaux. C'est pour moi important que ce dialogue soit permanent. D'ailleurs, vous m'écrivez tous les jours très nombreux, soit sur les réseaux sociaux, soit sur la boîte mail, et nous essayons d'y répondre à la meilleure vitesse. Je suis vraiment très heureux de conduire cette campagne. Je l'ai dit tout au début de mon intervention tout à l'heure, dans un contexte très particulier. C'est un contexte que je n'oublie pas, c'est un contexte de grande responsabilité. Et cette grande responsabilité-là, j'entends bien qu'elle se poursuive jusqu'au terme de la campagne et bien sûr dans l'exercice du mandat de maire demain. J'ai la conscience aujourd'hui qu'à Nancy, nous devons agir. Je suis persuadé, je suis convaincu, je crois profondément que la respiration démocratique, ce n'est pas simplement le fait de changer pour changer, ce n'est pas l'alternance pour l'alternance, c'est parce que je crois que la transition écologique, aujourd'hui, doit être au rendez-vous. C'est parce que je crois que cette ville solidaire que j'ai envie de bâtir avec vous est absolument indispensable pour répondre aux défis de notre temps. C'est parce que je crois, comme nous l'avons dit ce soir, que renouer avec une ville plus dynamique, une ville qui gagne des habitants, une ville qui gagne des entreprises, une ville qui gagne des actifs, c'est un défi qui est à notre portée. Nous célébrerons ensemble en 2021 le 150e anniversaire de la création de la Meurthe-et-Moselle à l'occasion de la signature du traité de Francfort en 1871. Pour Nancy, ça veut dire le 150e anniversaire de Nancy, capitale de l'Est de la France. Vous savez, cette capitale, à partir de 1871, qui a explosé en nombre d'habitants, qui a explosé sur le plan culturel, sur le plan économique. Pensez que l'école de Nancy est née dans ce tourbillon de l'histoire. Cette école de Nancy créative, écologique avant l'heure, industrielle, culturelle, celle qui a fait de Nancy un des berceaux de l'Art nouveau. Est-ce que vous croyez que les créateurs de l'école de Nancy aujourd'hui, s'ils se promenaient encore à Nancy, en levant la tête, en croisant Nancy Grand-Cœur ou Rive de Meurthe, se sentiraient parfaitement en phase avec leurs héritiers? Moi, je ne le crois pas. Je crois que cet urbanisme triste, fade, sans âme, cet urbanisme low cost, il est à l'image finalement du mandat qui vient de s'achever, un mandat pour rien, un mandat perdu. Moi, je ne veux plus que nous perdions de temps, je veux vraiment que Nancy renoue avec ce génie créatif, culturel, universitaire, avec ce génie finalement de l'envie de faire ensemble, de bâtir. Et c'est cela pour moi le principal enjeu de l'élection municipale du 15 et du 22 mars. Donc malgré ce contexte difficile, malgré un moment de crise et de tension dans notre société, je sais pouvoir compter sur vous parce que vous savez que le territoire, c'est aussi le lieu finalement de la construction des solidarités du quotidien, celles dont nous avons besoin aujourd'hui pour avancer ensemble. Merci d'avoir été avec nous ce soir et rendez-vous donc, comme vous l'a dit Evelyne, dans la rue ou sur le net ou sur vos réseaux jusqu'à vendredi minuit, puisqu'ensuite c'est silence radio jusqu'à dimanche soir. Donc bon dernier jour de campagne à vous aussi demain. Merci. Merci à toutes, merci à tous. Très très bonne soirée et nous vous donnons rendez-vous. La liste Nancy en grand vous donne rendez-vous dimanche dans les bureaux de vote. Merci.